Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi promet de ne pas se représenter en 2022. Il a annoncé qu'il n'ira pas au-delà des 2 mandats prévus par la Constitution. Le vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, limogé. Il a été relevé de ses fonctions par le chef de l'État, Robert Mugabe. Une décision qui intervient après des mois de tension entre les 2 hommes. Et la Tunisie se dote d'une cinémathèque. Une convention de partenariat a été signée ce 7 novembre entre la Bibliothèque nationale et la Cité de la Culture. L'ouverture est prévue pour mars 2018. La constitution égyptienne ne sera pas modifiée, c'est ce qu'a déclaré ce lundi le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a indiqué qu'il ne ferait pas entorse à la loi fondamentale qui prévoit une limite de 2 mandats. Une nouvelle candidature en 2022 est donc exclue, Solange Dubois. À quelques mois de la présidentielle de 2018, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a affirmé lundi 6 novembre qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 3e mandat en 2022 s'il venait à se représenter au prochain scrutin et à être réélu. Je ne m'imagine pas rester au pouvoir un jour de plus contre la volonté des miens. Nous ne modifierons pas la Constitution. Je suis favorable au maintien des 2 mandats de 4 ans. Arrivé au pouvoir en 2014, après le renversement de son prédécesseur Mohamed Morsi, président issu de la confrérie des frères musulmans, le président al-Sisi avait été élu avec 96,9% des voix dans une élection sans opposant sérieux. Un seul candidat s'est déclaré face au chef de l'État pour l'élection 2018 pour le moment, Khaled Ali. Une figure populaire de la révolution de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak, arrivé en 3e position lors de l'élection de 2014. Je ne pense pas qu'il peut gagner de mon point de vue, puisque le système égyptien est un système semi-ouvert du point de vue démocratique. Pour le moment, c'est l'armée qui détient les rênes du pouvoir, qui détient les leviers économiques et sociaux et qui détient les rouages de l'appareil médiatique et autres. Ce qui voudrait dire que Khaled Ali, c'est vrai, il est avocat, il est jeune, il a 45 ans, il est l'une des figures de proue de la révolution populaire qui a emporté, n'est-ce pas, le régime de Hosni Moubarak. Mais, bien qu'il soit populaire dans le sillage de la jeunesse révolutionnaire, il ne dispose pas des moyens nécessaires à lui tout seul et avec son groupuscule qui le soutient pour pouvoir évincer le système qui tient aujourd'hui les destinées de l'Égypte. Un contexte politique tendu attend la campagne présidentielle qui devrait débuter le 8 février 2018. En effet, Khaled Ali, le principal candidat, a été condamné à 3 mois de prison pour atteinte à la moralité publique, un verdict qui devrait être confirmé. L'opposant ne pourrait alors se porter candidat à la prochaine élection, ce qui placerait le président Abdel Fattah el-Sisi, grand favori du scrutin de 2018. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa. Raison invoquée, le manque de loyauté. Cela faisait des mois que les relations étaient tendues entre les 2 hommes. Emmerson Mnangagwa était pourtant considéré comme l'un des successeurs potentiels du chef de l'État, Solange Dubois. Le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été relevé de ses fonctions ce lundi 6 novembre 2017 par le président Robert Mugabe. Les relations étaient tendues entre les 2 hommes, notamment depuis le mois d'août dernier où Emmerson Mnangagwa affirmait avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement. Ses partisans avaient alors pointé du doigt la première dame, Grace Mugabe, des allégations démenties par le gouvernement. En 1980, Mnangagwa a tenté de renverser le président par un coup d'État. J'ai des preuves, il a essayé de combattre le pouvoir. Il a pris le président pour acquis depuis trop longtemps. Le président est un homme très patient. Un départ forcé qui intervient au moment où la guerre pour la succession à la présidence fait rage au sein du parti au pouvoir. À 75 ans, l'ancien ministre du Logement rural et des équipements sociaux était pourtant considéré comme l'un des successeurs potentiels du président Mugabe, âgé de 93 ans. Il y a des fausses accusations. La femme de Robert Mugabe, même Grace Mugabe, veut prendre la place de son mari. Tout simplement, il fallait l'accuser maintenant d'un homme non loyal, parce que quand on veut abattre son chien, comme le dit un adage africain, on l'accuse de rage. C'est tout simplement ça. Une situation qui ouvre la voie à Grace Mugabe, qui affiche désormais ses propres ambitions présidentielles. À la tête de la Ligue des femmes de la ZANU-PF, la première dame s'est dite prête à succéder à son mari. Pour l'heure,
Une campagne a été lancée pour amender la constitution du parti afin qu'une femme soit nommée vice-présidente dès le mois de décembre 2017. Il a fait ses armes avec le quartier latin de Koffi Olomidé, né à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est chanteur, auteur, compositeur, danseur et chorégraphe. On lui doit les titres Calvaire ou encore Da Silva. Après de nombreuses collaborations, il prépare actuellement un nouvel album solo. Bruno Pella est avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On l'a dit, vous avez fait partie du fameux groupe Quartier Latin. Que gardez-vous de ces années passées dans un groupe qui a eu autant de succès? En tout cas, que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Je dirais que mon passage, Monsieur Koffi Olomidé, qui est un grand artiste de renommée internationale, m'a beaucoup aidé aujourd'hui à créer mon univers musical. Mais j'ai que de bons souvenirs. Alors, quelles sont les causes de ce départ du groupe Quartier Latin? Bon, on a des objectifs, on a des projets, et on a envie de faire de ces projets une réalité. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Est-ce que le style que vous avez aujourd'hui, vous diriez qu'il est semblable à celui que vous aviez au moment de Quartier Latin, ou au contraire, vous êtes en train d'élaborer un nouveau style? Donc tout à l'heure, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je me suis construit un univers musical à moi, c'est-à-dire mon identité musicale. Ouais, mais le passage là m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup servi. Alors comment vous définissez ce nouveau style? Le nouveau style, c'est vraiment du bourron-pella. C'est du bourron-pella, Ouais. Alors c'est quoi ce... C'est la rumba, je suis toujours dans... vous restez fidèle à la rumba congolaise? J'incarne toujours l'univers de la rumba congolaise. Mais bon, aujourd'hui, la musique va avec l'époque qui l'accompagne et on fait toujours avec l'actualité. On essaie un peu de toucher à tout, l'histoire de plaire à tout le monde. Alors, vous préparez un nouvel album qui est actuellement donc, en préparation, dont la sortie est prévue pour janvier 2018. Ouais, la sortie est prévue pour le mois de janvier 2018. Qu'est-ce que vous nous réservez dans ce nouvel opus? En tout cas, c'est du bon, c'est du lourd qui arrive. C'est du lourd, bon... Aujourd'hui, il y a eu un sacrifice, j'ai dépensé mon énergie, c'est pas pour rien, c'est pour plaire à fond les mélomanes. Bon, je ne veux pas trop commenter là-dessus aussi parce que c'est aux mélomanes de juger, mais c'est un bon travail, c'est vraiment un album qui est en train de se réaliser à la satisfaction des communs du mortel. Il y a des collaborations sur cet album? Il y a pas mal de collaborations. Alors, par exemple? Bon, c'est encore un secret, c'est encore un secret que je n'ai pas envie de dévoiler sur place ici. Ouais. Et des thèmes de prédilection peut-être pour cet album? Il y a différents thèmes. Il traitera de quoi cet album? Vous allez parler de quoi? Vous allez nous raconter quoi? Il y a différents thèmes variés, il y a différents styles variés, différents thèmes variés. Il y a des messages qui édifient, il y a des messages qui éveillent, il y a de ces messages qui parlent d'amour, donc il y a différents styles. Alors, si les collaborations restent un peu un secret, est-ce que vous pouvez quand même nous faire un petit quelque chose? Baby, I just want you to leave me alone. I got no more time for you. Ale bina malinga ya bana Congo. Ça, c'est un single que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, ça fait déjà une année passée. Merci, c'était une très bonne entrée en matière. Bruno Pella, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans l'actualité également, c'est un projet qui prend sa source en 1958, 59 ans après. Il prend enfin forme, ce projet. C'est la création en Tunisie d'une cinémathèque qui sera le lieu de mémoire du cinéma tunisien. Une convention de partenariat a été signée ce 7 novembre entre la cinémathèque qui siégera à la Cité de la Culture et la Bibliothèque nationale de Tunisie. Notre envoyé spécial à Carthage, Hortense Assaga, nous en dit plus. Ici au JCC, l'histoire retiendra la date du 7 novembre comme une date historique, celle qui aura vu la création de la Cinémathèque tunisienne. Un projet vieux de plus de 60 ans qui voit ici son aboutissement à Carthage. La Cinémathèque tunisienne aura pour mission de restaurer et de faire vivre les archives nationales du film tunisien, du film arabe, mais aussi du film africain plus largement. C'est ce que nous ont dit quelques-uns des participants ici présents. Je vous propose de les écouter.
Le 7 novembre 2017, c'est la naissance d'une institution qu'on a beaucoup attendue, la Cinémathèque tunisienne. C'est une cinémathèque qui prétend et qui veut s'occuper de notre patrimoine cinématographique et veut inciter les autres pays africains à penser à une cinémathèque. Parce que la cinémathèque, c'est un synonyme de grande sensibilité vers le patrimoine. Et nous, on a besoin de s'occuper de notre patrimoine cinématographique qui est éparpillé dans plusieurs pays du monde. L'image de l'Afrique doit être gardée, préservée, parce que c'est très important pour les nouvelles générations. Je pense que quand on va se mettre ensemble, les cinémathèques qui existent déjà dans le continent, et que nous allons nous fédérer autour de points d'intérêt communs, nous pourrons aller vers les autres, notamment à travers la FIAF, la Fédération internationale des archives de films, pour voir quelles sont déjà les archives sur le continent qui sont disponibles à travers des archives de films en Europe, en Amérique, et qui sont déjà restaurées ou pas, et comment on peut organiser le partage de ce patrimoine-là avec le continent africain. C'est sur le thème Mémoire et avenir que la Cinémathèque tunisienne a vu le jour, ici aujourd'hui dans le cadre des JCC, les journées cinématographiques de Carthage. Une cinémathèque qui aura un immense travail, celui d'identifier, de cataloguer, mais aussi de conserver les œuvres, et souvent des chefs-d'œuvre du cinéma tunisien, mais aussi arabe et africain plus largement. Une mission que vont porter à bras le corps tous les pères et mères fondateurs de ce magnifique projet. Le festival se poursuit ici à Carthage, la 28e édition des JCC. À très bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.